Bonjour à toutes et à tous, il est 15 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé aujourd'hui la 19e séance du Conseil des ministres. Et dans l'actualité internationale, en Inde notamment, pollution de l'air, les Indiens inquiets pour leur santé. Voilà pour les titres, merci à vous de nous rejoindre. Sous la présidence du président de la République, chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 19e séance du Conseil des ministres. 5 questions étaient inscrites à l'ordre du jour, mais pour plus de précision, écoutons le compte rendu du porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 19e séance du Conseil des ministres en ce mardi 19 novembre 2019. Étaient inscrites à l'ordre du jour 5 questions. La première question est relative à un projet de loi portant adoption de la politique nationale de la formation professionnelle. Afin d'impulser le renouveau de la formation professionnelle, le ministère de l'Éducation nationale a élaboré un document de politique et de stratégie pour ce sous-secteur. Cette politique est conçue et validée par l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle, qu'ils soient étatiques, du secteur privé ou de la société civile. Elle a pour objectif d'apporter une réponse à la nécessité d'établir des orientations claires dans ce domaine de responsabilité du gouvernement. Elle se veut aussi un outil de facilitation de la mise en œuvre des activités en cours et celles à venir dans le cadre d'une gouvernance partenariale avec les représentations professionnelles pour mettre en place un système national efficient de la formation professionnelle. Elle doit également faciliter l'intervention de la communauté internationale et des organisations non gouvernementales. La deuxième question est un projet de décret portant application de l'article 11 de la loi numéro 90 de l'année 2015 de la 7e législature relatif aux performances énergétiques minimales et à leur affichage pour les climatiseurs, les réfrigérateurs, congélateurs, appareils combinés et ampoules. Face à la croissance inéluctable de la demande d'électricité, l'une des mesures prioritaires est la mise en place d'exigences de performance énergétique minimale sur tous les appareils et systèmes électriques. Le présent décret met en place une réglementation visant la transformation progressive et durable des marchés des appareils et systèmes consommant de l'énergie électrique vers les technologies les plus énergétiquement efficaces. À cet effet, il définit les modalités d'étiquetage et d'affichage de l'étiquetage des climatiseurs, des réfrigérateurs, des congélateurs, des appareils combinés et des ampoules préfabriquées, assemblées, importées ou vendues en République de Djibouti. Aujourd'hui, tout équipement électrique doit respecter des normes de sécurité, notamment pour garantir la protection des usagers vis-à-vis des décharges électriques. Ces normes sont de nature internationale et sont appliquées par défaut avant toute mise sur le marché. La mesure proposée consiste à introduire sur des bases similaires des exigences énergétiques minimales. L'introduction de seuils de performance énergétique complète efficacement les programmes d'affichage obligatoires de consommation d'énergie sur les équipements électriques. La réglementation des performances énergétiques s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique de développement durable du gouvernement. Et ce conseil a également examiné des questions notamment relatives au règlement ou à la tarification automobile et au règlement des sinistres matériels automobiles et bien sûr la création et affectation d'un périmètre d'une zone de relogement et des équipements. Réécoutons le porte-parole du gouvernement. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant application des articles 13 et 14 de la loi numéro 90 de l'année 2015, 7e législature, relatif aux spécifications thermiques dans les nouveaux bâtiments, aux dispositions d'efficacité énergétique dans les bâtiments publics en République de Djibouti. Le présent arrêté a pour objectif de définir les conditions et les modalités d'application des spécifications thermiques des bâtiments privés et publics, tant pour les nouveaux bâtiments que pour l'extension et la rénovation importante des bâtiments existants aux fins de garantir leur performance énergétique. La réglementation thermique des bâtiments vise essentiellement à réduire les besoins de climatisation des bâtiments
à améliorer le confort des bâtiments non climatisés, à inciter les architectes, ingénieurs et maîtres d'œuvre à utiliser des principes de conception thermique performante de l'enveloppe du bâtiment, à mettre à la disposition des maîtres d'ouvrage, décideurs publics et bailleurs de fonds un outil permettant d'améliorer la productivité de leurs investissements et à aider à la réalisation de diagnostics énergétiques des bâtiments existants. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté à la tarification automobile, au règlement des sinistres matériels automobiles. Depuis l'an 2000, de nombreuses réformes ont été introduites dans le secteur des assurances. Ce processus de réforme requiert aussi la revue et la mise à niveau permanente des normes et pratiques techniques en vigueur dans l'industrie des assurances. L'assurance automobile obligatoire évolue aujourd'hui dans un environnement socio-économique marqué par un fort accroissement du parc automobile et l'augmentation corrélative du nombre d'accidents. Elle nécessite donc une adaptation de ces règles de souscription pour améliorer l'offre des services d'assurance, le comportement des usagers de la route et la gestion des prestations. Le présent arrêté a ainsi pour objectif d'actualiser les paramètres d'appréciation du risque automobile avec le double objectif de promouvoir l'équité tarifaire du contrat auto et renforcer la prévention routière. Il prévoit aussi un ensemble de normes de tarification pour les assurances automobiles de courte période et les assurances portant sur plusieurs véhicules, assurance flotte, ainsi que des règlements d'évaluation pour les sinistres matériels. La cinquième question concerne un projet d'arrêté complétant l'arrêté numéro 2018-188 présidence du 20 décembre 2018 portant création et affectation d'un périmètre d'une zone de relogement et des équipements. Il s'agit bien d'un arrêté qui est présenté par le ministère du Budget. Ce périmètre situé sur le boulevard Assamo est dédié à des aires de jeu, des espaces de détente et de commerce de proximité, ainsi que des espaces marchands prévus dans la zone de Mistuker Nord. Ce périmètre est destiné au secrétariat d'État à la décentralisation. Une autre parcelle de terrain d'une superficie de 2360 mètres carrés est affectée au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour la construction d'un centre de développement communautaire. Alors vous avez pu suivre avec nous durant cette séance la première question concernait donc la politique nationale de la formation professionnelle. Nous reviendrons donc sur cette question avec notre invité de cette édition. Il s'agit du directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Abdelkader Hamed, au ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. Bonjour Monsieur le directeur. Bonjour. Donc merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez suivi avec nous le compte-rendu du porte-parole du gouvernement concernant cette question qui a été traitée aujourd'hui à la séance du Conseil des ministres. Première question, pourquoi cette politique nationale de formation professionnelle? Merci beaucoup Ahmed, donc je vous remercie de poser cette question. Et tout le monde bien sûr doit se poser ces questions aujourd'hui. Je rappelle que la formation professionnelle est une des priorités du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. Donc forcément, elle fait partie de la lettre de mission adressée au ministre de l'Éducation nationale, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud. Et donc, il nous fallait bien un document de stratégie pour ce sous-secteur qui doit répondre simplement aux exigences de développement de Djibouti de demain et donc plus concrètement de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Alors je vous suis, mais concrètement, qu'est-ce que ça va donner pour le jeune djiboutien ou les entreprises concernées? Donc je disais bien, s'il y a un cadrage, s'il y a une stratégie, l'individu djiboutien sera mieux formé. Une fois qu'il est mieux formé, ça va améliorer son employabilité. Une fois que son employabilité est améliorée, ça permettra plus facilement son insertion professionnelle. Pour les entreprises, du moment qu'ils ont des jeunes employés mieux formés, ça va améliorer forcément leur compétitivité au niveau national, mais également au niveau régional. Et comment cette politique nationale a-t-elle été élaborée? Déjà, il faut rappeler que c'est un résultat d'un processus participatif, non seulement dans la formulation, mais également dans la validation. Ce processus a duré plus d'une année et demie et a vu la participation de plusieurs secteurs institutionnels donc, de l'État, mais également, je rappelle que la Chambre de commerce et le secteur privé, les associations professionnelles,
les partenaires techniques et bien sûr partenaires techniques et financiers, notamment l'UNESCO qui nous a permis d'avoir un expert dans ce domaine. Pour rappeler de façon plus concrète les secteurs ministériels qui ont participé, nous avons bien entendu, qui est très important, le ministère du Travail parce qu'il concerne également la formation concerne l'emploi, mais également le ministère de l'économie et le ministère du budget, il y a le ministère des Affaires sociales, il y a le ministère de l'enseignement supérieur. Donc je profite aujourd'hui de cette occasion qui m'est donnée pour remercier tous nos partenaires et tous les acteurs de la formation professionnelle qui nous ont permis d'élaborer ce document de la politique nationale de la formation professionnelle. Quelle sera la prochaine étape ? Avant de passer à la prochaine étape, permettez-moi de vous rappeler un peu sur quoi est construit ce document de la politique nationale. Il est basé sur 4 axes. Un des axes importants de cette politique nationale, c'est l'accès. Améliorer l'accès, ça veut dire plus de centres de formation professionnelle, mais pas n'importe quel centre de formation professionnelle, des centres de formation professionnelle sectoriels, c'est-à-dire des secteurs bien précis, comme par exemple l'automobile, le transport, l'hôtellerie, etc. Donc, ça sera donc des centres sectoriels qui seront plus performants. Deuxième axe qui est très important, c'est la formation et la qualité. Donc, la formation de nos formateurs, donc une formation de qualité passe également forcément par la participation des professionnels dans la formation professionnelle, mais également plus d'équipements adaptés. Troisième axe qui est très important également, c'est le partenariat. On ne peut pas faire la formation professionnelle sans nos partenaires du monde privé, donc la Chambre de commerce, l'ensemble des entreprises. Donc sans eux, il n'y aura pas de formation professionnelle. Tous ces centres qu'on veut créer, de nouveaux centres, mais également les anciens, doivent être gérés de façon co-gestion, c'est-à-dire une gestion participative du monde professionnel. Un dernier point qui n'est pas le moins important, c'est les finances. Donc ce document met en place la diversification des finances et aussi la pérennité. Donc c'est comme on le dit, les finances, c'est également l'élément le plus important pour aller à la guerre. Merci, monsieur le directeur. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'enseignement technique. Oui, Troisième point, donc sa mise en œuvre, comme vous avez dit tout à l'heure, sa mise en œuvre très important. Et d'abord, le point le plus important, c'est la vulgarisation. Il faut que tout Djiboutien puisse être informé et sensibilisé sur cette politique nationale de la formation professionnelle. Mais également, nous allons mettre en place des plans d'action quinquennaux qui est sur 3 ans. Sur 5 ans, 3 plans quinquennaux qui va aller jusqu'à 2020 à 2035 pour être en phase avec la politique, donc la vision 2035 du ministère de l'économie et des finances pour la République de Djibouti. Merci donc encore une fois, monsieur le directeur, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Abdelkader Hamed, directeur donc, général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Avant de poursuivre cette édition, nous allons tout de suite retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous nous retrouvons juste après. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. La zone franche internationale de Djibouti, le fleuron des infrastructures économiques de notre pays, construite donc pour attirer des entreprises, des usines d'assemblage, des investisseurs et autres, voit croître depuis son inauguration en juillet 2018 le niveau de demande. La suite dans ce commentaire de Hamza Mohamed.
Pour compléter les maillons manquants de ces dessins, un hôtel implanté au sein de ces zones franches internationales que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré officiellement hier matin. Cet hôtel qui s'implante dans le paysage djiboutien et contemporain, lumineux, très spacieux et luxueux, comme il cède à un véritable projet phare en Afrique. Avec une superficie de 14 000 mètres carrés, l'International Hotel de Djibouti est un hôtel de 5 étoiles d'une capacité de 155 chambres, 78 appartements, dont 77 chambres standards, 12 suites juniors, dont 2 suites royales, dans une fresque dédiée à l'art contemporain qui répond à une clientèle d'affaires haut de gamme. Ce complexe, dira-t-on, est un élément structurant du développement économique du pays. En d'autres termes, il est le prélude d'un nouvel esprit djiboutien et un élément important pour la création d'emplois. Il s'inscrit parfaitement dans les principes et les objectifs de la politique nationale d'attraction d'investisseurs étrangers que le chef de l'État a mis en place. La zone franche internationale attire déjà beaucoup de nouvelles entreprises. L'International Hotel de Djibouti s'inscrit dans une démarche de développement économique, l'accueil de nouvelles activités et le renforcement de l'économie locale. Il s'agit d'impulser des actions en faveur de l'emploi et la création d'activités. Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahamoud a reçu en audience aujourd'hui une forte délégation conduite par le chef de mission de l'USAID dans la région, Sean Jones. L'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André, et le représentant de l'USAID à Djibouti, Lloyd Jackson, ainsi que le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale ont pris part à la rencontre. Commentaire. L'occasion pour le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud de souhaiter la bienvenue à la délégation américaine. Il a tout de suite dit son entière satisfaction des cadres de coopération très efficiente entre l'ISED et les MENFOP. Nous souhaitons voir la coopération avec l'ISED et le reste des partenariats se renforce pour aider à améliorer l'employabilité des jeunes, a-t-il déclaré. Le ministre a ensuite fait un état de lieu de l'école djiboutienne. Il a balayé le large sur les différents projets en cours avec l'ISED et le reste des partenariats en vue de renforcer la qualité des enseignements et des apprentissages. Il a évoqué la nouvelle stratégie mise en place par le gouvernement dans le cadre de l'ETFP, qui est un levier majeur pour lutter contre le chômage et la précarité. De son côté, le chef de mission de l'ISED, M. Sean Jones, a assuré les ministres de la poursuite et le renforcement de la coopération entre l'ISED et le gouvernement djiboutien. Il a mis l'accent sur l'entière disponibilité et du soutien total de l'Agence d'aide publique américaine. Les trois grandes lignes de notre coopération, ça veut dire dans la société civile, l'employabilité et l'éducation primaire, tous les trois passent par ce ministère. D'autres ministères aussi, bien sûr, mais le ministre et son équipe travaillent dans tous les trois de ces grandes lignes de notre coopération. Et ça a produit des bons résultats pour nous et pour le gouvernement djiboutien et le peuple djiboutien bien servi par ce gouvernement. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, a reçu hier dans l'après-midi le directeur régional de l'USAID à Djibouti, donc, et l'Éthiopie, Sean Jones. La délégation a été introduite auprès du ministre par l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André, et le directeur de l'USAID à Djibouti, Lloyd Jackson. Les discussions ont porté essentiellement sur la coopération bilatérale et le renforcement des capacités de la part de l'USAID en faveur de plusieurs activités à intérêt général. Le ministre du Travail, donc Ismaël Ibrahim Roblé, a souhaité la bienvenue au directeur régional et a souhaité davantage de progrès dans la mise en œuvre de différents programmes. L'Organisation internationale de la francophonie, en partenariat avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, organise une formation de 5 jours aux différents animateurs des CDC au Sheraton Hotel, dispensée par Issa Bongo. Cette formation a pour objectif d'initier les responsables des CDC aux outils et environnements des centres de lecture et animation culturelle. A participé donc pour le lancement, outre le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le responsable des CLAC, M. Weber, le conseiller du ministre, la conseillère et responsable du programme national
et directrice par intérim des CDC. Saisissant l'occasion, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport n'a pas manqué d'exprimer ses remerciements avant de souligner que le projet CLAC permettra à beaucoup de jeunes, tant au niveau de la capitale que de régions de l'intérieur, d'avoir accès aux livres et de s'épanouir intellectuellement. L'hôtel des officiers des armées Hassan Bassouma Hassan a abrité aujourd'hui la 8e réunion du travail des experts du sous-comité technique conjoint de défense djibouto-éthiopien. Cette réunion de travail a vu la participation donc, de grands officiers des forces armées djiboutiennes et ceux des forces armées éthiopiennes. A présidé cette cérémonie le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les forces armées de la République de Djibouti et celles de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Cette 8e réunion de travail précède la réunion du chef d'état-major général des armées qui aura lieu demain à l'hôtel des officiers des armées Hassan Bassouma Hassan. Et de son côté, le chef de la délégation éthiopienne, le général de division Driba Mekonnen, chef du bureau de maintien de la paix, s'est dit honoré de la tenue de cette réunion à Djibouti, terre d'échanges et de rencontres. Il a aussi remercié le commandement militaire pour l'accueil chaleureux dont il a fait l'objet, lui et sa délégation. Il a souligné également que la République de Djibouti et la République fédérale et démocratique d'Éthiopie entretiennent des relations fraternelles et historiques axées sur le développement de la paix dans la région. Aussi, le général Driba Mekonnen a rappelé l'excellent travail de coopération entre les forces djiboutiennes et éthiopiennes déployées en Somalie dans le secteur 4 dans le cadre du rétablissement de la paix sous la bannière de l'AMISOM. Ce travail de coopération et de coordination entre les deux forces a porté, a-t-il dit, ses fruits dans la lutte contre la milice Al-Shabaab et le rétablissement de la confiance avec la population civile. Le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a reçu hier à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, accompagné de son attaché de sécurité, le colonel Frédéric Dantin. Accueilli par plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie, dont les commandants de l'école et les commandants du CICM. À cette occasion, l'ambassadeur s'est entretenu avec les chefs d'état-major de la gendarmerie nationale au salon VIP. Après cet entretien, l'ambassadeur a suivi à la salle de présentation de l'EI 3BJ des exposés portant sur la gendarmerie nationale et sur l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. À l'issue, la délégation a bénéficié d'une visite guidée des infrastructures de l'EI 3BJ, composée de plusieurs salles de cours, des salles de mise en situation, d'une salle de retour, d'un plateau technique et d'une médiathèque, d'une cafétéria, d'une reproduction, d'un tribunal de première instance, d'une auberge de 40 studios et d'un cercle mixte. Par la suite, le colonel Zakaria Hassan Aden a remis des présents à M. Arnaud Guillois avant de poser ensemble la traditionnelle photo de famille. La visite a pris fin par un déjeuner offert par le colonel Zakaria Hassan Aden en l'honneur de son Excellence M. Arnaud Guillois. Également dans l'actualité nationale, le directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées, de Ali Saïd Mahmoud, a présidé aujourd'hui une réunion portant sur les opérations d'enregistrement biométrique des personnes handicapées à Djibouti au sein de l'agence. Cette réunion a été l'occasion d'une première prise de contact avec le comité de pilotage de ces opérations afin de mieux connaître le nombre exact des personnes handicapées concernées par cette question. Et à l'issue de cette réunion, une présentation, des débats et échanges ont eu lieu, ainsi qu'une table ronde. Et dans une interview qu'il nous a accordée, le directeur général de l'ANPH, de Ali Saïd, a précisé que la réunion d'aujourd'hui a réuni donc une grande majorité des institutions de l'État comme l'ANSI, le ministère des Affaires sociales et de solidarité, du travail et les corps de la gendarmerie et de la police. Dans le courant de ce mois de décembre, nous allons sillonner, a-t-il dit, toutes les communes de la capitale et les régions de l'intérieur afin de procéder à la délivrance des cartes biométriques aux personnes handicapées. Et pour cela, je lance, a-t-il poursuivi,
poursuivi un appel à l'ensemble des Djiboutiens pour qu'ils se préparent à cette campagne et les personnes handicapées qui seront recensées. Nous prions qu'ils soient munis donc de leur carte d'identité pour s'inscrire et avoir cette carte biométrique pour personnes handicapées. Santé à présent, coup d'œil sur les activités de l'hôpital régional d'Ali Sabié. Depuis son ouverture, l'hôpital Dr Ahmed Absi Warsama connaît un bilan positif des activités de prise en charge spécialisée et de la médecine générale. Ce niveau d'activité démontre la dynamique portée par les équipes médicales et soignants, et notamment avec l'arrivée dans la région Assad Diouk des médecins cubains en 2016, qui a permis de diminuer fortement le nombre croissant de transferts des patients des régions du sud vers les hôpitaux de la capitale. Les différentes prestations médicales offertes sont la médecine polyvalente, l'ophtalmologie, la chirurgie viscérale, l'ORL, stomatologie, gynécologie, l'anesthésie et l'orthopédie. L'hôpital régional d'Ali Sabié dispose également d'un excellent plateau technique adapté aux différentes interventions chirurgicales en orthopédie. Dr Guido Hierro, médecin cubain spécialiste en orthopédie, met en exergue à l'enceinte de l'hôpital régional les diverses interventions en orthopédie comme les fractures fermées et les fractures ouvertes type 3, ostéonomie calcanéenne et les traumatismes, les déformations de l'appareil locomoteur, des membres inférieurs et l'ostéosynthèse, une opération chirurgicale qui consiste à maintenir entre eux les fragments d'un os cassé grâce à des matériaux métalliques tolérés par l'organisme et de forme adaptée à l'élément traité. Choukri Abdi, victime donc d'une fracture ouverte, nous donne ici ses impressions. Elle a subi donc une opération chirurgicale de 4 heures à l'hôpital d'Ali Sabié. Sa jambe est réparée, elle était satisfaite du résultat et elle est en convalescence actuellement. Nous restons dans le sud du pays après Ali Sabié, direction Dikil, où toujours donc dans la tournée donc de ces prises des contacts des différentes localités de la région, le préfet de la région de Dikil, Adan Darar Moussa, a poursuivi sa tournée après Sankal hier dans la localité de Garsaledaba aujourd'hui, périphérique toujours de la sous-préfecture de Assaïla. Lors de cette visite, le préfet de la région, Adan Darar, était accompagné de ses proches collaborateurs ainsi que des responsables de services déconcentrés. À son arrivée, le préfet et la délégation qui l'accompagne donc ont été accueillis par le sous-préfet d'Assaïla ainsi que par la population de Garsaledaba en marge de cette visite de proximité. Et après l'accueil, donc le préfet de la région de l'Unité s'est entretenu avec les chefs coutumiers et maires de la localité de Garsaledaba qui en premier lieu souhaitaient la bienvenue au préfet et ensuite soulever bien sûr les lacunes et difficultés existantes. Le préfet a dans son intervention appelé les chefs coutumiers à consolider la paix et la sécurité et à porter à la connaissance des participants que la localité de Garsaledaba et ses périphéries, ces derniers donc bénéficieront du nouveau programme de solidarité famille appelé Pitch. Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. La France appelle à un engagement plus large au Sahel. Un forum international consacré à la paix et la sécurité en Afrique se tient actuellement à Dakar, alors que le Premier ministre français est en visite au Sénégal. Pour Édouard Philippe d'appeler à la mobilisation de tous les États d'Afrique de l'Ouest pour tenter de neutraliser les groupes djihadistes qui opèrent dans les Sahel. Leurs attaques récentes au Mali et au Burkina Faso ont fait des dizaines de victimes. Le G5 Sahel compte 5000 militaires mauritaniens, maliens, nigériens, burkinabés et tchadiens et censé à terme prendre le relais des Français de l'opération Barkhane dans une zone grande comme l'Europe. Une sécurisation quasiment impossible dans un contexte dégradé avec une multiplication des embuscades et des attentats. Le Sénégal, qui se veut un bol de stabilité face à la menace djihadiste, a vocation à intégrer un partenariat régional, insiste Paris. Mais pour l'heure, le pays n'a pas pris d'engagement concret. Et l'Italie sort la tête de l'eau. Donc après des inondations historiques, Venise s'est forcée hier de retrouver une vie presque normale après une série inédite de marées hautes qui ont dévasté donc la ville la semaine passée, inondant maisons et musées et endommageant une 50aine d'églises de ce joyau du patrimoine mondial. Depuis plusieurs jours, le pays fait face. La vague de mauvais temps qui touche le nord de l'Italie concernait surtout hier lundi la région des Trentino-Adige, frontalière de l'Autriche,
affectées par d'importantes chutes de neige. Si les niveaux de mer attendus lundi sont encore importants, ils sont désormais plus habituels pour les Vénitiens et loin derrière les pics de 1,87 mètres de mardi qui a frappé la Sérénissime, inondée à plusieurs reprises depuis et dont les images ont fait le tour du monde. Les prévisions météorologiques prévoient de marées n'excédant pas 110 cm pour le jour à venir, ce qui devrait permettre à la ville d'évaluer les dégâts d'ores et déjà estimés par le maire à plus d'1 milliard d'euros. Et enfin, c'était dans les titres pollution de l'air. Les Indiens sont inquiets pour leur santé donc qui est en danger. C'est le message qu'ont souhaité transmettre les jeunes Indiens lors d'une nouvelle manifestation contre la pollution. Plusieurs jours, le pays fait face à un pic de pollution atmosphérique qui oblige nombre d'habitants à porter des masques de protection. Beaucoup souffrent de taux chroniques ou d'irritation des yeux et de la gorge. Ce contexte sanitaire a obligé les autorités indiennes à fermer des écoles. À l'origine de ce nuage de pollution, les activités industrielles, le brûlé agricole, la circulation automobile ou le feu domestique. S'ajoutent à cela des conditions climatiques défavorables, notamment un vent faible qui empêche le nuage de se dissiper. Si l'Inde est habituée à la pollution, la concentration en particules fines dans l'air atteint actuellement des niveaux records qui dépassent très largement la limite recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Dans ce contexte, certaines activités fleurissent. Des Indiens se tournent ainsi vers des bars à oxygène où ils peuvent respirer un air pur. La pollution de l'air favorise les maladies cardiovasculaires et les cancers. En 2017, elle aurait été la cause de plus d'1 million de décès prématurés en Inde. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.